Entre la découverte de nouveaux mondes autour des planètes Uranus et Neptune, des images d'un genre presque inédit prises par une capsule, que je vous montrerai en fin d'épisode, Blue Origin qui continue de se préparer à lancer son lanceur New Glenn, un rover franco-allemand dédié à la lune martienne Phobos qui commence son voyage, une station spatiale indienne et encore quelques autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que les actualités spatiales de ces derniers jours ont été bien remplies. Alors, comme chaque semaine, je vous propose de revenir sur les actualités récentes les plus passionnantes, et comme d'habitude en images. Mais avant de commencer, comme d'habitude aussi, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode pour me soutenir. En parlant de ça, vous pouvez aussi aller faire un tour chez Astroshop en passant par le lien dans la description si vous envisagez d'acheter du matériel astro ou des goodies. Sur ce, je pense avoir déjà assez parlé, alors il est temps de passer aux actualités. Et pour ouvrir le bal, je vous propose de parler des deux dernières planètes de notre système solaire, à savoir Uranus et Neptune. On apprenait en effet il y a quelques jours la découverte de deux nouvelles lunes orbitant autour de Neptune, sobrement nommées S2002N5 et S2021N1, de 23 et 14 km de diamètre. Uranus, elle, n'en a qu'une nouvelle, S2023U1, d'un diamètre de 8 km. Bon, je vous l'accorde, à première vue, il n'y a pas de quoi hurler de joie. Mais quand on sait que cela fait près de 10 ans qu'aucune lune n'a été découverte autour de ces planètes, et que la plupart des lunes de plus de 8 km sont désormais connues, eh bien ça reste un petit événement. Néanmoins, il faut aussi le relativiser. On parle plus de confirmations permettant d'affirmer que ce sont bien des lunes d'Uranus ou de Neptune que de découvertes qui datent, elles, de 2002, 2021 et 2023. Enfin, il faut aussi noter que ces lunes, qui seront bientôt nommées, sont aussi relativement modestes et relèvent plus de l'astéroïde que de la Lune telle qu'on se la représente. Mais c'est toujours agréable de voir le système solaire s'agrandir, alors autant s'en réjouir. En parlant de se réjouir, la semaine allait nous donner plusieurs raisons de nous réjouir. Déjà, Blue Origin continue d'enchaîner les essais de s'entraîner à manipuler son lanceur lourd New Glenn, dont une première maquette est présente auprès de son pas de tir depuis maintenant plusieurs jours. Avec ses minimum 83 mètres de haut en fonction de ses versions, et comparé aux 111 de la Saturn V ou 120 du couple Starship Super Heavy, New Glenn sera un lanceur de taille et pourrait bien faire de l'entreprise de Jeff Bezos un acteur majeur du spatial. D'autant qu'avec une capacité d'emport en orbite basse de 45 tonnes au minimum, à comparer aux 100 à 150 annoncés pour le Starship, le lanceur sera aussi un concurrent direct du Starship de SpaceX et, si Blue Origin en maîtrise vite la réutilisation, capable de faire également de l'ombre au Falcon 9. Mais tout ceci n'est encore que spéculation. Dans l'état actuel des choses, ce premier exemplaire de test servira surtout à passer des essais de remplissage des réservoirs avant d'ouvrir la voie au premier vol du lanceur attendu au mois d'août. Et en parlant de lancement, on allait aussi parler d'un autre lancement attendu cette fois pour 2026. En effet, dans 2 ans, le Japon devrait lancer la mission MMX qui sera l'occasion d'explorer les lunes martiennes Deimos et Phobos et de ramener des échantillons de Phobos. Mais alors qu'MMX prélèvera ces échantillons, elle déposera aussi le petit rover franco-allemand Idefix sur Phobos. Et ce dernier vient justement d'arriver au Japon en vue de sa préparation au lancement. D'ailleurs, en parlant de Mars, on allait aussi avoir l'occasion de reparler d'une autre actualité, l'hélicoptère martien Ingenuity. Bon, je vous l'accorde, j'en parle presque chaque semaine et je n'en ai jamais autant parlé que depuis sa fin de carrière, mais cette fois-ci, c'est très probablement la dernière fois. Le rover Perseverance, situé non loin de lui, allait en effet utiliser Supercam, sa caméra avec un fort grossissement, pour immortaliser le petit hélicoptère. Et ça confirme ce que les ombres des pales avaient laissé présager. 2 pales abîmées et raccourcies et une 3e arrachée, le tout avec une seule qui semble encore en relativement bon état. Pour rappel, Ingenuity, qui aura malgré tout survécu à 72 vols contre 5 prévus, s'était brisé les pales lors d'un atterrissage trop brusque, probablement lié à un problème logiciel. On dit donc maintenant définitivement au revoir au petit hélicoptère, Perseverance allant ensuite continuer sa route et laisser son défunt compagnon derrière lui. Mais cette semaine n'allait pas pour autant être faite que de choses tristes. Déjà, on notera l'arrivée en Guyane du navire européen Canopée. Transportant le premier exemplaire d'Ariane 6, le navire est dédié au transport du nouveau lanceur européen et est doté de voiles déployables lui permettant de réaliser des économies de carburant pour sa traversée de l'océan.
Et quand je parle d'économie, ce ne sont pas des minces. Ils devraient en effet permettre d'économiser jusqu'à 30% de carburant par an, en plus d'être dans les premiers navires cargo du XXIe siècle à exploiter des voiles en plus de moteurs classiques. Et avec les défis du transport maritime et de son impact sur le climat, ces voiles de nouvelle génération sont une piste non négligeable pour réduire l'impact des cargos sur leur environnement. Enfin, dans un autre registre, on notera que, le 15 février, SpaceX lançait une nouvelle grappe de satellites Starlink. Mais ce lancement n'allait pas être un lancement tout à fait comme les autres. C'était le 244e lancement de la version Block 5 de la Falcon 9, la dernière version en date et qui n'a encore jamais connu d'échec au lancement, mais aussi et surtout le 300e lancement de Falcon 9 pour SpaceX. Et ça mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. D'ailleurs, en parlant de choses qui méritent que l'on s'y attarde, je vous propose de revenir rapidement sur un événement qui s'est produit le 21 février et dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. En effet, ce jour-là, la capsule spatiale autonome de l'entreprise Varda Space allait rentrer dans l'atmosphère. Si elle est bien trop petite et non conçue pour emmener des humains en orbite, c'était néanmoins un petit événement. Propulsée par une plateforme fournie par Rocket Lab, dont vous voyez ici les images de la séparation, la capsule était en effet bloquée en orbite basse depuis plusieurs mois, faute de respecter certaines réglementations pour son retour dans l'atmosphère, et attendait son autorisation pour rentrer dans l'atmosphère au-dessus du désert de l'Utah. Finalement, ce 21 février, la capsule, qui embarquait notamment une expérience sur la fabrication de médicaments pour aider au traitement contre le VIH, allait faire son retour dans l'atmosphère. Dotée d'une caméra et d'un micro, elle allait aussi et surtout capturer différentes étapes de sa réentrée, la séparation avec le module de Rocket Lab, qui est aussi audible grâce à la faible atmosphère présente lors de la séparation, puis sa réentrée. Mais pour ça, je vous retrouve tout de suite et je vais vous laisser avec le son et les images. Pour terminer cet épisode, je vous propose aussi de rapidement revenir sur un sujet dont on parle parfois assez peu, la future station spatiale indienne. Avec le début de son assemblage prévu pour 2028 et la fin pour 2035, l'agence spatiale indienne avance rapidement sur ce front. On allait ainsi avoir droit à la publication d'un premier rendu 3D montrant ce à quoi la station devrait ressembler. Mais avant ça, l'Inde doit encore travailler sur différents éléments clés, comme la capsule Gaganyaan, ou le rendez-vous et l'amarrage en orbite, éléments qui devraient tous deux avancer durant les prochains mois. Mais ça, j'en reparlerai encore le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.